à vous, Jamil. Bonjour, je suis impressionné d'avoir autant de monde devant moi. J'ai plus l'habitude de poser des questions et de filmer que de parler pendant 12 minutes. Je vais essayer simplement de vous dire, moi j'ai commencé à travailler sur le monde du djihad en 2006. J'ai démarré en 2006, ça fait 10 ans que je côtoie un petit peu des djihadistes, que je les filme, que j'essaye d'enquêter dans ce monde obscur, barbare. Et ça a démarré en 2006, pendant la guerre en Irak. J'avais envie de savoir, grosso modo, qui sont ces hommes, au fait, qui s'opposaient à la présence américaine en Irak. Je ne savais pas qui ils étaient exactement. La France était opposée à l'invasion américaine en Irak. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette période. Mais en tout cas, j'avais envie de savoir qui sont ces gens-là, au fait, qui combattent les Américains, qui leur mettent des bombes, qui font exploser des tanks, qui s'opposent à la plus grande armée américaine. J'y suis allé. Après un an de négociations, j'ai réussi à ouvrir quelques portes et ils ont accepté de me recevoir. J'ai découvert, vraiment par hasard, j'ai découvert que ce groupe, au fait, j'étais à Abu Ghraib, qui n'est pas trop loin, enfin, la prison d'Abu Ghraib est connue aujourd'hui, mais en tout cas, c'est pas trop loin de Bagdad. C'est un petit village. Les gens d'Abu Ghraib, ses opposants, au fait, la moitié étaient des anciens officiers de Saddam et l'autre moitié venait d'un peu partout. Et finalement, j'ai découvert petit à petit que ce sont des membres d'Al-Qaïda qui se sont unis avec les ex-soldats de Saddam Hussein. Et mon aventure, au fait, de journaliste au sein de cette mouvance djihadiste a commencé comme ça. C'était assez hallucinant, assez incroyable, parce que finalement, quand j'ai découvert ça, je m'attendais à voir, enfin, je me disais, des hommes en noir, des drapeaux noirs et tout ça, mais au fait, ils étaient beaucoup plus discrets à l'époque, il y a 10 ans. Ils ne portaient pas de barbe, ils tenaient un discours plutôt modéré face à moi, parce que c'était plutôt un voyage de communication, de presse. Ils me prenaient, ils m'emmenaient, ils m'enfermaient chaque jour dans une maison pour brouiller un petit peu les pistes, ils m'ont enlevé mon téléphone de telle sorte que je ne puisse pas donner au fait les points de repère. Grosso modo, c'était un voyage où petit à petit je découvrais que ces gens-là avaient une idéologie, avaient vraiment ils avaient envie de s'infiltrer petit à petit dans ce pays et de se positionner dans ce pays. C'est ce qui s'est passé. Al-Qaïda s'est bien installée en Irak, elle y est encore d'ailleurs. Elle s'est transformée en Daesh, l'État islamique qu'on connaît aujourd'hui, enfin une partie. Voilà, mon histoire a démarré comme ça. Voilà. Pendant 10 ans, j'ai continué à travailler sur ce monde-là. Ce qui s'est passé, c'est en 2011, les révolutions arabes. Les révolutions arabes, je suis allé en Syrie, c'était vraiment un reportage humain, c'est-à-dire j'ai voulu filmer, rencontrer les premiers réfugiés qui sortaient de Syrie, c'était en 2011. J'étais à la frontière entre la Turquie et la Syrie, et là, je découvre, grosso modo, des gens aussi de la même manière, au fait qu'il y avait un langage qui n'était pas celui de la démocratie, ce n'était pas celui de cette jeunesse, nous, qu'on applaudissait. Enfin, moi, j'étais heureux de voir cette jeunesse arabe sortir dans la rue, réclamer la liberté, réclamer la démocratie. En fait, il y avait des gens à côté qui s'infiltraient, qui faisaient un petit peu main basse sur ces révolutions. C'était assez effrayant, assez étonnant et c'était malheureux à la fois. L'avenir, finalement, m'a donné raison. J'en ai fait un film qui a été diffusé à Canal+, et l'avenir m'a donné raison parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'ils ont non seulement infiltré les révolutions arabes, mais ils se sont installés, ils ont profité des révolutions arabes et des pays qui étaient instables. Aujourd'hui, voilà, c'est juste un petit topo pour vous expliquer un petit peu comment moi j'ai travaillé dans ce monde-là. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, mais réellement, de quelque chose qui m'a touché. Je reviens de Libye il y a une semaine, il y a quelques jours exactement. Je suis revenu lundi. Là-bas, ça fait 5 ans que j'y vais de temps à autre. Je rencontre des jeunes, une jeunesse libyenne. Ils sont très très jeunes. La population est jeune en Libye. Et aujourd'hui, ils se battent à Sirte. Sirte est la capitale de l'État islamique en Libye. Elle est à nos portes, pas trop loin. Cette jeunesse, je l'ai connue il y a 5 ans. Il y a Imad, par exemple, un jeune garçon que j'ai connu étudiant à l'école d'archi.
Il rêvait, il me montrait ses maquettes. Il rêvait, il avait une maquette d'une maison qu'il voulait construire, la sienne, avec un petit jardin, quelques chambres. Il avait vraiment, il rêvait d'un avenir meilleur. C'est un garçon qui est sorti, qui a milité, qui a manifesté pour virer Kadhafi. Il a fait la révolution. Après, il se retrouve avec une arme parce que le pays est tombé dans le chaos, divisé. Donc, au fait, lui, il est dans l'Ouest. Il combattait les gens de l'Est. Il ne savait même pas pourquoi il les combattait. Ce sont les mêmes qui sont sortis comme lui, des jeunes comme lui, qui sont sortis pour la révolution. Et aujourd'hui, ben voilà, je le retrouve encore une fois avec une arme à la main, au lieu qu'il soit dans son bureau d'architecte, puisqu'il a été diplômé depuis, à construire l'avenir de son pays. Ce garçon m'a dit quelque chose qui m'a réellement touché, qui m'a profondément touché, c'est voilà, tu vois Kamal, voilà, tu as vu qui j'étais, tu as vu ce que je suis devenu, tu as vu mes petits camarades, j'ai vu des gens mourir, j'ai vu mes amis, mes camarades mourir devant moi. J'ai vu les gens de Daesh se faire exploser et tuer 5 de mes plus grands amis. Je ne sais pas comment on va survivre à ça, nous, jeunes Libyens. Il me demande de l'aide. Je ne savais pas quoi lui répondre, mais réellement, je ne savais pas quoi lui répondre. Il demande de l'aide, il ne demande pas d'argent, il demande de l'aide psychologique. Il nous dit, mais on est complètement foutus. Je n'arrive pas à dormir, mes camarades pleurent la nuit. Et le lendemain, ils se lèvent, c'est des hommes, ils prennent les armes, ils vont combattre Daesh à Sirte. Quand on les filme, ils sont allés au combat, on a l'impression qu'ils sont courageux, enfin ils sont réellement courageux, mais on a l'impression qu'ils ne souffrent pas autant en fait, quand on les filme, quand on les voit comme ça d'une manière assez rapide. Et ce garçon demande de l'aide. Aujourd'hui, je suis là pour dire aux gens qui sont dans cette salle et aux gens qui interviennent dans ce forum et à tous les gens de bonne volonté que de l'autre côté de la Méditerranée, en Libye, il y a des jeunes qui se battent aujourd'hui contre Daesh, il y a des jeunes qui ont besoin d'aide et je ne sais pas comment les aider. Et s'il y a des gens de bonne volonté qui peuvent organiser quelque chose pour aider ces jeunes à finalement déposer les armes, le jour où ils vont finalement, Sirte, Daesh va tomber, Sirte va tomber, c'est clair et net dans les semaines à venir, ces jeunes vont revenir chez eux. Ils vont revenir avec quoi dans la tête? Du sang, la mort de leurs camarades, de la souffrance, et une grande partie, et c'est ce que j'ai vu, une grande partie a commencé à se droguer aujourd'hui, à prendre des pilules qu'ils appellent le Captagon, qui les empêchent de réfléchir, qui les empêchent aussi de dormir. Il y en a d'autres qui s'enferment, qui s'enferment. Au fait, ils n'ont pas d'avenir réel. Le pays est encore chaotique, le pays n'est pas structuré, l'État n'est pas encore structuré, et la jeunesse libyenne aujourd'hui, elle souffre. Et j'espère réellement que des gens de très bonne volonté vont pouvoir faire quelque chose pour cette jeunesse libyenne que j'ai rencontrée et qui m'a réellement touché. Voilà, merci beaucoup. Kamel. Merci beaucoup, Kamel. Comme il nous reste 3 minutes, on va en profiter. Je ne vais pas vous lâcher comme ça, vous poser peut-être une question sur votre travail, parce que vous me disiez, ça fait longtemps que vous travaillez sur ces questions-là, que vous êtes embedded, comme on dit, embarqué, et vous avez vu évoluer ces personnes vers des pratiques de plus en plus barbares, de plus en plus terrifiantes. Quel est leur ressort? Parce que vu de nos démocraties occidentales, on reprend cette phrase qu'ils citent souvent, nous aimons la mort comme vous aimez la vie. On parle de guerre, non pas des civilisations, mais contre la civilisation. Quel est leur ressort? Est-ce que c'est un vrai projet politique hégémonique qu'ils portent? C'est un vrai projet politique. C'est une vraie idéologie qu'ils essayent de transmettre au maximum de gens en fait, au Moyen-Orient, dans le monde arabe. Pourquoi ils trouvent en fait, des gens qui sont sensibles à ça? Tout simplement parce que, comme Imad, comme cette jeunesse, quand elle est perdue, quand ils n'ont rien,
et quand finalement ils se sont battus, ils ne savent même pas qu'ils se battent pour la démocratie, ces garçons. Et quand ils se sont battus, quand ils reviennent chez eux et quand finalement ils sont délaissés, ils sont laissés, voilà, ils sont là, ils sont là. Il suffit juste de les cueillir, au fait. Et quand les gens, ces gens de l'État islamique sont capables finalement d'attirer cette jeunesse qui est perdue et de l'amener vers elle. Ils attirent des Européens. Oui, justement, voilà. Ils attirent non seulement des Européens, parce qu'on en parle beaucoup en France de notre point de vue de Français. On sait que la France et la Belgique sont des principaux pays pourvoyeurs en Europe de candidats au djihad, mais nous ne sommes pas les seuls pays concernés. Tout à fait. Il y a des jeunes Chinois, de jeunes Australiens, de jeunes Canadiens qui se laissent comme ça entraîner. Qu'est-ce qui fait que ces jeunes, qui ne sont pas dans la situation des jeunes Libyens dont vous parliez, se laissent séduire? Ils utilisent tous les ressorts, ils ont profité de toutes les faiblesses qui existent. Ils ont profité des révolutions arabes, du chaos. Ils profitent au fait de l'adolescence. Un adolescent qui s'oppose à ses parents, qui est mal dans sa peau, ils profitent de ça. Ils savent parler, ils savent dire les mots, les phrases pour attirer les gens. Ils ne vont pas s'adresser à un Européen comme ils vont s'adresser à un Libyen ou un Syrien ou un Irakien. Ils savent comment attirer les gens. Et en plus, ils ont utilisé le ressort de l'islam. Ils ont réellement profité au fait du fait qu'en Irak, en Syrie, au Liban, en Libye, c'est des musulmans. Donc, ils ont utilisé l'islam et ils ont su, au fait, parler et attirer le maximum de gens vers eux. Merci beaucoup, Kamel. Kamel Redouani, vous pouvez applaudir. Merci. Merci. Je vais vous laisser rejoindre la coulisse.